D'ici 2028, nous serons un partenaire stratégique pour le gouvernement et les entreprises. D'ici 2028, nous aurons 2 ans d'avance sur l'objectif de développement durable 16.9, une identité pour tous. Pour concrétiser cette vision, nous déployons une stratégie structurée autour de 4 axes majeurs. Fiabilité et sécurité, un registre d'état civil précis, infalsifiable, digne de confiance, accessibilité totale, plus de centres d'enrôlement, plus de digitalisation, collaboration renforcée, un travail main dans la main avec les mairies, les préfectures et toutes les institutions. Une identité électronique de classe mondiale pour simplifier les transactions et moderniser notre administration. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'annoncer le lancement de nouveaux services qui marquent une étape décisive dans notre transformation. Nous lançons de nouvelles plateformes digitales, l'identité accessible en un clic. Nous lançons un chatbot à base d'intelligence artificielle pour des réponses instantanées, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous lançons un système antifraude parce que l'identité est un droit, mais aussi une responsabilité. Un centre d'appel gratuit parce qu'un citoyen doit pouvoir parler à un humain dans sa langue, sans barrière. L'ANIP que nous bâtissons est une ANIP moderne, proche des citoyens et tournée vers l'avenir. Un parent serein qui inscrit son enfant à un examen en toute simplicité. C'est ce que nous voulons bâtir. Un citoyen libéré des files d'attente qui accède à ces documents en quelques clics. Un Béninois de la diaspora qui obtient ses pièces où qu'il soit sans contrainte. Une mère rassurée qui obtient l'acte de naissance de son enfant dès sa naissance. Une fraude éliminée grâce à des documents authentifiés et sécurisés. Cette transformation, nous ne la réussirons pas seuls. Nous avons besoin de vous, institutions, partenaires, vous médias et citoyens. C'est ensemble que nous construirons un Bénin où l'identité est un levier de développement et non un frein. Mesdames et messieurs, nous avons une mission, nous avons une vision, nous avons un cap et nous allons l'atteindre. L'enrôlement avec témoignage sera autorisé pour les enfants de moins de 5 ans. Et au-dessus, il faut une décision de justice. Il faut une décision de justice, pourquoi? Les personnes peuvent dire oui, c'est compliqué. Mais vous savez, on ne joue pas avec la sécurité. On ne joue pas avec la sécurité. Il faut faire attention à ça, parce que quelqu'un d'autre pourrait prendre votre nom et pourrait poser des actes malveillants. Donc la justice est là pour régler cela. Et c'est l'orientation qui a été donnée. L'enrôlement pour témoignage, pour des personnes de plus de 5 ans, c'est terminé. C'est terminé aussi parce qu'il faut dire ça a causé quelques, je dirais, légers problèmes. Les mécanismes sont mis en place avec le ministère de la Justice pour adresser avec la bonne célérité toutes les problématiques auxquelles nos Béninois sont confrontés. Et nous le faisons également avec, nous recevons des demandes régulièrement, et nous le faisons également avec notre partenaire par rapport à ça. Donc, je reprends, moins de 5 ans témoignage, plus de 5 ans décision de justice, parce que nous protégeons vos données, nous assurons votre sécurité. Il y a beaucoup de personnes qui partagent leur numéro ou le code qu'ils reçoivent. Ne partagez pas votre code. C'est la clé de votre maison. Vous pouvez partager le code secret, votre code de votre carte bancaire. Faites pas avec n'importe qui. Donc protégez-vous, protégez vos données, et en faisant ça, vous protégez, vous contribuez à la sécurité nationale. Merci. La CRIET est une juridiction spécialisée. Cela veut dire essentiellement qu'elle a un contentieux spécifique qui est d'abord une matière pénale et ensuite dans cette matière pénale des infractions particulières qui lui sont attribuées en termes de répression. La CRIET est une juridiction en cela, à part cela, comme toute autre juridiction, organisée de la même manière que les juridictions et appliquant les textes de loi qui s'appliquent à toutes les autres juridictions, c'est-à-dire le code de procédure pénale,
au-delà des lois particulières qui la régissent, le code, les différentes lois pénales qui s'appliquent. La criette et les magistrats de la criette sont régis par les lois qui régissent la magistrature, qui régissent la justice béninoise. Et en cela, donc, on a une justice qui est tout à fait normale et ordinaire. Aujourd'hui, la criette est chargée de contentieux qui sont des contentieux très importants. Parce que ces contentieux sont ceux qui ont été notés, constatés comme affectant très particulièrement certains aspects de la vie économique et certains aspects de la sécurité du pays. Que ce soit les infractions liées au crime organisé, les infractions liées à la piraterie maritime, les infractions liées au terrorisme et maintenant des infractions liées à l'éthique publique, comme par exemple le détournement. Et enfin, nous avons des infractions qui sont des infractions liées au sexe, sur lesquelles le gouvernement a une politique zéro tolérance. Ces infractions particulières dont on a constaté qu'elles ont un niveau de récidive, un niveau de prévalence particulier dans la population, que la quête a été chargée. Parce qu'il faut effectivement aujourd'hui sortir d'une justice qui est limitée à des ressorts territoriaux, comme on avait en son temps avec les tribunaux de première instance, liés à des cours d'appel qui ne sont pas à compétence nationale et qui donc ne peuvent pas entièrement prendre tout le contentieux. Dernièrement, vous avez vu l'adoption du décret sur le travail pénitentiaire. Aujourd'hui, nous avons un programme qui est effectif de recrutement qui se met en œuvre tous les ans avec une formation améliorée, donc en renforçant les capacités pour pouvoir atteindre donc les objectifs qui sont ceux de la modernisation de la justice. Nous avons un programme qui est aujourd'hui déroulé de transformation numérique pour permettre d'accélérer les processus judiciaires. Et vous avez vu déjà sur ce programme la mise en œuvre du casier judiciaire. Avant 2016, nos compatriotes et nos concitoyens devaient faire parfois de longues distances. Vous n'étiez pas sûr d'avoir automatiquement l'acte le jour. Vous avez tous les risques liés à votre transport. Vous aviez les frais qui devaient être exposés. Aujourd'hui, de votre salon ou de votre lieu de repos ordinaire, vous pouvez sur votre équipement, sur un terminal, demander votre casier en ligne. Et ce casier a été fiabilisé parce qu'aujourd'hui, il regroupe l'ensemble des informations venant de l'ensemble des juridictions pénales pour permettre précisément que vous n'ayez, quand vous avez été condamné dans une localité et que dans une autre, on n'a pas d'informations par rapport à cela, que vous échappiez à vos actes. Tout est aujourd'hui fusionné, tout est aujourd'hui personnalisé derrière la délivrance d'un casier unique. Donc, on a un casier aujourd'hui qui est beaucoup plus fiable. Derrière cette politique de numérisation, il y a également toutes les politiques de changement dans le fonctionnement, que ce soit l'organisation fonctionnelle des juridictions, permettre à chacun de savoir exactement son rôle et de remplir sa fonction pour pouvoir rendre le service aux justiciables qui est mis en œuvre. Et enfin, vous avez un programme de construction d'infrastructures qui continue, que ce soit infrastructure pénitentiaire, en termes de réhabilitation, en termes de modernisation, en termes de remise aux normes, avec tout le respect des principes de Mandela par rapport à la détention. Et enfin, de construction d'infrastructures judiciaires, sera annoncé ou a été annoncé, pour ceux qui le savent, la construction d'un complexe judiciaire à Cotonou, de 6 niveaux bientôt, pour pouvoir abriter un centre de juridiction. Et ainsi de suite sur l'ensemble du territoire. À Dassazoumen, un nouveau tribunal qui est en train d'être construit au cœur de la cité administrative, et ainsi de suite. On a ce programme qui se met en place aujourd'hui et qui va permettre de renforcer les infrastructures, de donner plus de possibilités à la justice pour pouvoir accueillir plus de monde et rendre service avec beaucoup plus de qualité.
Les rideaux sont tombés ce vendredi 14 février 2025 sur l'atelier de lancement de la deuxième phase du projet BioDev 2030, couplé aux travaux de réflexion technique sur l'intégration de la biodiversité dans les instruments des politiques publiques sectorielles au Bénin. Au terme de 3 jours d'intenses travaux, plusieurs recommandations en sont issues, et ce, dans le seul et unique but de travailler pour une meilleure protection de la biodiversité au Bénin. Ce fut une assise très enrichissante parce que toutes les parties prenantes étaient présentes. Les débats ont été très riches et les conclusions et les recommandations pour l'amélioration de la conservation de la biodiversité au Bénin ont été vraiment prises en compte. Et nous espérons que le projet BioDev phase 2 sera un projet qui viendra booster le cadre mondial de conservation de la biodiversité. On ne peut pas utiliser de manière anarchique les engrais chimiques de synthèse qui tuent, les pesticides qui tuent l'homme, les animaux, les poissons, qui rendent malade tout le monde. On n'a pas l'argent pour prendre les populations en charge. Mais pourquoi on s'amuse comme ça? C'est pour ça que nous avons dit, les lois qui existent déjà et qui font la promotion de la biodiversité, il faut les appliquer. Si on ne peut pas les appliquer, il faut créer un tribunal à l'image de la Criette qui peut vraiment assurer la répression des délinquants qui détruisent la biodiversité. La seconde phase du dit projet vise donc à élaborer des politiques publiques adaptées et encourager la collaboration avec les collectivités locales en faveur de la sauvegarde de la biodiversité. Ceci à travers une approche stratégique qui implique toutes les parties prenantes du projet. Chers organisateurs, sachez que tous ceux qui sont ici ont un intérêt ici. Même si les intérêts sont contradictoires, nous avons un intérêt. Et comme l'a dit quelqu'un au départ, notre intérêt, c'est la sauvegarde de la biodiversité. Et si nous avons fait ce sacrifice de rester jusqu'à la fin, de contribuer activement, c'est parce que les objectifs que poursuit ce projet et les objectifs de cet atelier sont effectivement des objectifs qui nous tiennent intimement, chacun de nous ici. Je prends acte des recommandations qui ont été formulées à l'endroit de l'UICN et à l'endroit également de la coordination du projet. Je rassure également toutes les parties prenantes que ces recommandations seront prises en compte. Et nous allons continuer à mûrir les réflexions autour de ces questions de biodiversité, d'instruments de politique publique sectorielle pour la prochaine fois, et qu'à la fin, je profite pour souhaiter un bon retour à tout le monde et que le Bénin soit un pays qui sera désigné comme pays à capitaliser les enseignements et les résultats de ce projet. Présent à ces assises de Cotonou, le représentant de l'Union internationale pour la conservation de la nature, UCN, se dit très satisfait des échanges menés autour de la question de la biodiversité au Bénin. Il souhaite plein succès à cette seconde phase du projet. Merci de votre temps, de votre participation, de votre engagement. Merci d'avoir partagé vos réflexions, vos connaissances, mais surtout vos expériences. Parce qu'on a beau mener des études et certains à des niveaux stratégiques, mais si on revient sur le terrain, et ce projet-là c'est un projet terrain, c'est vraiment les expériences qui nous permettent vraiment d'éviter certaines erreurs et d'arriver à avoir vraiment un projet bancal comme je l'ai dit tout à l'heure. Ce projet est plus qu'un défi pour le Bénin, en ce sens que quand nous avions mis en œuvre la phase 1, le Bénin faisait partie des pays qui ont démontré notre capacité de travailler ensemble et de fournir un résultat concret. C'est ce qui nous a valu cette seconde phase en réalité. Et pour cette seconde phase, je reste convaincu, avec l'engagement du coordonnateur, que nous aurons encore un résultat plus intéressant. Mais nous n'aurons pas de résultat intéressant sans vous. C'est pour ça que je vous invite donc à nous accompagner tout au long de ce processus. Il faut noter que la ratification de la Convention sur la diversité biologique par le Bénin en juin 1994 témoigne de sa volonté politique manifeste à assurer la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique. Cette volonté du pays s'est concrétisée par l'élaboration d'une stratégie et d'un plan d'action national sur la biodiversité en vue d'arrêter la perte de la diversité biologique à l'horizon 2020. Malgré ces efforts, le Bénin continue d'enregistrer une perte de sa biodiversité. Le projet BioDev 2030 est donc le bienvenu à cet effet.
Le Djiboutien Mahamoud Ali Youssouf est désormais le nouveau président de la Commission de l'Union africaine. Lors de la 38e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine à Addis Abeba, capitale de l'Éthiopie, Mahamoud Youssouf est sorti vainqueur de la course à la présidence face à l'ancien premier ministre kényan Raila Odinga et à l'ancien ministre malgache des Affaires étrangères Richard Randriamandrato. Il succède au Tchadien Moussa Faki qui, au terme de son second mandat, ne pouvait se représenter. Après avoir dirigé pendant 20 ans les affaires étrangères de Djibouti, petit État de la Corne de l'Afrique qui s'est construit une importance stratégique, ce diplomate sera le visage et la voix de l'institution panafricaine pour les 4 prochaines années. Je crois que le continent aujourd'hui a besoin d'une commission qui soit à l'écoute des attentes non seulement des gouvernements mais également des peuples africains. L'on peut accuser la commission de toutes sortes de maux, mais elle est d'abord le reflet des États membres. Et si la volonté politique de faire de cette commission une commission efficace, performante, et qui puisse porter les ambitions et les enjeux du continent, et il est très important que l'engagement des États membres soit un engagement sans faille. Entre autres, il est également important de pouvoir souligner la nécessité de positionner l'Afrique sur les grands dossiers. Et pour positionner l'Afrique sur les grands dossiers, je reviens encore une fois à la position des États membres sur ces grands dossiers. Et donc, je pense que si l'on arrive à trouver la synergie nécessaire entre la Commission et les États membres, ainsi que les communautés économiques régionales, l'on pourra sincèrement faire la différence. Né en février 1965, Mahamoud Youssouf était le plus jeune des candidats. En 1990, il a obtenu une maîtrise en gestion à l'Université de Laval à Québec, au Canada, avant de participer à un programme de formation en gestion publique dans le même pays. Parlant couramment 5 langues, à savoir le français, l'anglais, l'arabe, l'afa et le somali, Mahamoud Youssouf occupe le poste de porte-parole du gouvernement. De mai 2001 à 2005, il a été ministre délégué à la coopération internationale. Il a été nommé ambassadeur plénipotentiaire et extraordinaire de Djibouti en Égypte et représentant permanent auprès de la Ligue des États arabes de 1997 à 2001, tout en travaillant simultanément comme ambassadeur non résident plénipotentiaire et extraordinaire de Djibouti au Soudan, au Liban, en Syrie et en Turquie. Entre 1996 et 1997, Mahamoud Youssouf a été directeur du département du monde arabe chargé de promouvoir les relations bilatérales entre Djibouti et les pays arabes. Auparavant, il avait occupé le poste de directeur adjoint de la direction des organisations internationales au ministère des Affaires étrangères de 1993 à 1995. Les défis qui attendent désormais Mahamoud Youssouf à la tête de l'institution panafricaine sont nombreux et complexes, à commencer par la guerre dans l'est de la République démocratique du Congo, où les rebelles du M23, appuyés par le Rwanda, ont conquis Bukavu. Autre urgence sur laquelle le nouveau président de la Commission de l'Union africaine est attendu, le Soudan. En République démocratique du Congo, le M23 et les soldats rwandais ont poursuivi leur avancée dans le sud Kivu. Bukavu, la capitale provinciale, est désormais sous leur contrôle. Présents aux postes frontaliers et dans les bâtiments administratifs, ils consolident leur position, affirmant vouloir rétablir l'ordre et protéger les populations. Quand l'ancien régime était au pouvoir, c'était la jungle. Cela fait 60 ans que vous vivez dans cette jungle. 60 ans, c'est trop. Nous allons nettoyer le désordre laissé par l'ancien régime. Nous savons que cela prendra du temps. Si nous travaillons ensemble, c'est possible.
Si la ville retrouve un calme précaire, la méfiance demeure. Le M23 tente de gagner la confiance des habitants tout en traquant des groupes armés locaux responsables des pillages signalés samedi. Il nous a dit qu'il n'y aura pas de problème, que pour les gens qui ont faim ou pour les gens qui ont de l'argent dans la banque, il n'y aura pas de problème d'ici quelques jours. Ils nous diront comment procéder. Kinshasa, de son côté, dénonce une occupation illégale et réclame des sanctions contre Kigali. L'Union africaine a mis en garde contre une possible balkanisation de la RDC et redoute une escalade régionale. Alors que le groupe rebelle M23 s'est emparé d'endroits clés de l'Est de la République démocratique du Congo, le secrétaire général de l'ONU s'est adressé aux dirigeants internationaux lors du sommet de l'Union africaine, insistant sur la nécessité de trouver une issue diplomatique au conflit. En République démocratique du Congo, le peuple congolais a souffert une fois de plus d'un cycle brutal de violence et des combats qui font rage dans le sud Kivu en raison de la poursuite de l'offensive du M23 menace de précipiter toute la région dans le gouffre. L'escalade régionale doit être évitée à tout prix. Il n'y a pas de solution militaire, l'impasse doit cesser, le dialogue doit commencer et la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC doivent être respectées. Le président congolais Félix Tshisekedi, qui n'était pas présent au sommet, continue toutefois d'implorer la communauté internationale d'intervenir pour contenir les rebelles et d'inscrire le Rwanda sur la liste noire des pays qui les soutiennent. Des centaines de Sud-Africains blancs ont manifesté samedi à Pretoria pour montrer leur soutien au président américain Donald Trump et dénoncer ce qu'ils considèrent comme du racisme de la part de leur propre gouvernement. Ce rassemblement intervient après que le chef d'État américain a critiqué une nouvelle loi votée par le gouvernement sud-africain qui irait selon lui à la défaveur de la minorité blanche sud-africaine. Nous voulons simplement dire à l'Amérique et à l'Occident que malgré les décisions de politique étrangère prises par le gouvernement sud-africain ces 2 dernières décennies, l'Occident a toujours un ami ici en Afrique du Sud. Les critiques et les sanctions de l'administration Trump à l'égard de l'Afrique du Sud ont ravivé un débat sur la manière dont le pays doit traiter l'héritage de siècles de domination de la minorité blanche sur la majorité noire. Malheureusement, la vérité après 30 ans, c'est que nous avons un pays divisé où le gouvernement adopte des politiques et positionne l'Afrique du Sud comme une nation fragmentée, ce qui engendre de la corruption à différents niveaux. Cela détruit le concept de paix et de réconciliation. Les manifestants blancs brandissaient des pancartes évoquant non seulement la loi sur l'expropriation, mais aussi d'autres politiques de discrimination positive mises en place depuis la fin de l'apartheid en 1994. Le pape François a été admis vendredi à l'hôpital Gemelli de Rome pour poursuivre son traitement contre une bronchite persistante. Souffrant depuis une semaine, il avait déjà dû renoncer à lire sa catéchèse mercredi en raison de ses difficultés respiratoires. Après avoir reçu le Premier ministre slovaque, il s'est rendu à l'hôpital où des examens ont confirmé une infection des bronches. Malgré une légère fièvre, le Vatican assure que le pape est serein et de bonne humeur. Plusieurs engagements, dont une audience et une messe dominicale, ont été annulés ou délégués à un cardinal. L'état de santé du pape François s'est fragilisé ces dernières années. Cette hospitalisation est la 4e depuis le début de son pontificat. Âgé de 88 ans, le souverain pontife se déplace en fauteuil roulant depuis 2022. Malgré des problèmes de santé récurrents, le pape François maintient un agenda chargé, enchaînant parfois une dizaine de rencontres en une matinée. Il poursuit aussi ses voyages et a même réalisé en septembre 2024 un périple de 12 jours en Asie du Sud-Est et en Océanie. Des ambassadeurs étrangers ont déposé des fleurs sur la tombe d'Alexeï Navalny 1 an après sa mort. L'opposant russe est décédé dans une colonie pénitentiaire de l'Arctique où il purgeait une peine d'emprisonnement. Les ambassadeurs des États-Unis et du Royaume-Uni ont déposé des fleurs sur la tombe d'Alexeï Navalny dans le cimetière de Moscou tôt dimanche, aux côtés des Russes venus pleurer le défunt leader de l'opposition.
Des cérémonies commémoratives et des manifestations sont prévues dans le monde entier dimanche. Les autorités russes ont attribué la mort de M. Navalny, annoncée pour le 16 février 2024, à des causes naturelles, une hausse soudaine de la tension artérielle et des maladies chroniques. Sa famille et ses alliés rejettent cette thèse et insistent sur le fait qu'il a été tué sur ordre du Kremlin, ce que nient les autorités de ce dernier. Des dizaines de milliers de personnes ont assisté à ses funérailles à Moscou le 1er mars 2024, dans une manifestation de défiance dans un pays où tout rassemblement dans la rue se solde souvent par une arrestation immédiate. Les militants du Hamas ont libéré 3 otages israéliens ce samedi en les faisant défiler devant une foule dans le sud de la bande de Gaza. Relâchés dans le cadre d'un accord de cessez-le-feu précaire qui exige qu'Israël libère des centaines de prisonniers palestiniens en échange, Ler Horn, 46 ans, Sagi Dekel-Shen, 36 ans et Troufanov, 29 ans, ont été remis à la Croix-Rouge, puis à l'armée israélienne, avec qui ils ont pu recevoir un traitement médical avant de retrouver leurs proches. Ces 3 nouvelles libérations portent à 24 le nombre de captifs libérés par les militants depuis le cessez-le-feu. Tous ont été enlevés lors de l'attaque du 7 octobre 2023 qui a déclenché la guerre. Ces derniers jours, le cessez-le-feu a semblé dangereusement proche de l'effondrement. Le Hamas avait déclaré qu'il retarderait la libération des otages après avoir accusé Israël de ne pas respecter leur accord en n'autorisant pas suffisamment d'abris, de fournitures médicales, de carburant et d'équipements lourds pour déblayer les décombres. Israël a déclaré qu'il reprendrait les combats samedi si les otages n'étaient pas libérés. Finalement, le Hamas a annoncé qu'il relâcherait d'autres otages après des discussions avec des responsables égyptiens et qataris, s'engageant à éliminer tous les obstacles afin qu'Israël autorise l'entrée du matériel dans la bande de Gaza.